Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce rendez-vous numéro 7 des rendez-vous santé-sécurité. Donc aujourd'hui, nous avons souhaité vous parler d'un thème d'actualité. Comme vous avez pu le voir récemment, notamment via des spots télévisés sur les accidents graves et mortels. Donc aujourd'hui, on a souhaité parler de ça avec vous et notamment voilà, comment les anticiper pour les éviter. Donc je me présente, je suis Vincent Garneau, je suis chargé de sécurité à la CCI Occitanie. Et je suis accompagné de ma collègue, donc Stéphanie Séjourné, de la CCI de l'Aveyron, qui va co-animer ce webinaire avec moi. Donc nous avons deux intervenants aujourd'hui, donc Madame Nègre de la DRETS Occitanie et Monsieur Millet de la MSA Nord-Midi-Pyrénées, qui vont présenter donc en plusieurs points cette thématique. Donc tout d'abord, on aura une définition et des rappels réglementaires, avec un constat également de ce qu'on peut voir. Ensuite, on aura un témoignage d'entreprise par l'intermédiaire d'une vidéo. Et puis ensuite, on déroulera une méthodologie, les acteurs et ressources mobilisables. Comme habituellement, en fin de webinaire, vous pourrez poser vos questions. Donc, nos experts seront là pour y répondre. Et on vous sollicitera également par l'intermédiaire de sondages et d'un questionnaire de satisfaction. Voilà. Ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez le retrouver a posteriori sur notre chaîne YouTube. Et dès à présent, je vous souhaite un bon webinaire et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, je passe la parole à Virginie Nègre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Virginie Nègre. Donc, je suis responsable du service santé-sécurité au travail à la DRETS Occitanie. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est tout bon. Oui, bon, mais c'est parfait. Effectivement, nous avons souhaité, dans le cadre de ce... Alors, je vais peut-être vous laisser vous présenter, Monsieur Millet, d'abord, avant de débuter, de rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous, donc je suis Philippe Mignet, je suis responsable du service prévention pour la MSA Midi-Pyrénées Nord. J'interviens aussi pour le compte de l'ARC MSA, qui est l'association des MSA de la région Occitanie, et je suis aussi le pilote de l'action ATGM. C'est à ce titre que je suis présent aujourd'hui. Voilà. Très bien. Donc, effectivement, nous avons souhaité nous consacrer un webinaire à la prévention, je dis bien à la prévention des accidents du travail graves et mortels, même s'il y aura une petite partie où on va se demander de quoi on parle, qu'est-ce qu'un accident, et on va vous poser un petit peu le contexte à la fois national et régional et pourquoi on en est venu à parler de cela. Voilà, il nous semblait important. Pourquoi? Parce que c'est devenu, et vous avez peut-être pu vous le remarquer, une priorité absolue, une priorité nationale, parce qu'aujourd'hui, en 2023, on continue de se blesser, de se faire mal, et voire de mourir au travail. Et il nous a semblé important d'en parler avec vous et de vous expliquer un petit peu les leviers d'action que vous pouviez avoir pour éviter ces accidents. Voilà. Donc, je vais faire défiler mon diapo. Je vais déjà vérifier que vous voyez bien défiler à l'écran. Est-ce que c'est le cas? Parfait. Donc, de quoi parle-t-on? D'abord, il me semble important de comprendre tout ce qu'est un accident du travail. Donc, selon l'article 411.1 du Code de la sécurité sociale, tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail. Pour que l'accident soit qualifié en accident du travail, il y a 3 critères qu'on regarde particulièrement. Le premier, c'est celui-ci doit avoir lieu dans le cadre de votre activité professionnelle. Le second, l'origine doit être soudaine, fortuite. Et le troisième, il doit entraîner des dommages corporels et ou psychiques. Il faut savoir qu'en France, ce n'est pas le cas dans tous les pays de l'Union européenne, les malaises sont systématiquement comptabilisés comme des accidents du travail en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Donc voilà, on a posé le cadre. Qu'est-ce qu'un accident? Donc on peut se demander ce que signifie accident grave. Mortel, on voit à peu près de quoi il s'agit. Là, les définitions varient. Maintenant, un accident est considéré comme grave lorsqu'il laisse des séquelles durables
pour la victime. Donc, ça peut inclure une fracture, une amputation, une brûlure grave, des commotions cérébrales. Et selon l'INSEE, l'accident est considéré comme grave dès lors qu'il entraîne une incapacité ou temporaire ou permanente du travailleur. Et la Caisse nationale d'assurance maladie considère qu'un accident est grave lorsqu'il entraîne une incapacité permanente partielle d'au moins 10%. Alors là, j'aimerais m'arrêter un petit peu parce qu'on se dit, bon, ben voilà, on sait à peu près de quoi on parle, mais parfois, il y a des accidents qui n'en sont pas vraiment. Je crois que Philippe Millet va développer un petit peu ce sujet après. On appelle cela des presque accidents. À titre d'exemple, je travaille dans une entreprise de gros œuvres, je suis sur un toit, je chute, mais je n'ai rien. On appelle ça un presque accident, mais qui démontre qu'il y a eu un dysfonctionnement par rapport à la sécurité au sein de l'entreprise. Et c'est pas parce que l'accident n'est pas grave ou que ce n'est pas vraiment un accident qu'il ne faut pas l'analyser, l'évaluer et mettre en face des actions de prévention. Ça, c'est un point que je souhaitais particulièrement souligner, mais on y reviendra. Donc, je souhaitais indiquer aussi que depuis cette année, même si ça se faisait de manière un peu, j'allais dire, instinctive, le Code du travail a créé une obligation d'information en cas d'accident mortel. C'est-à-dire que lorsqu'un travailleur au sein d'une entreprise a un accident ayant entraîné son décès, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent et il doit l'informer dans les 12 heures qui suivent le décès du travailleur, à moins qu'il ait eu connaissance de ce décès plus tard, auquel cas le délai commence à courir au moment où il a eu connaissance de l'accident. Cette information est communiquée par tout moyen permettant de conférer date certaine. Alors, c'est une obligation d'information et si l'employeur, l'entreprise ne répond pas à cette obligation, ça donne lieu à une contravention de 5e classe, donc avec 1 500 € d'amende ou en cas de récidive, 3 000 €. Voilà, c'est 2 points que nous souhaitions aborder en préalable. Maintenant, nous allons parler un peu plus du contexte en Occitanie, en France et en Occitanie, et des statistiques en matière d'accidents. Mais avant tout, nous souhaitions faire un petit sondage qui va s'afficher sur votre écran. Alors, je le lance tout de suite. Donc, il s'agit d'une question assez simple. Donc, hop, normalement, il va apparaître dès maintenant. Voilà, il est actif. Donc, c'est l'application Pulse qui a démarré. Donc, soit vous l'avez en plein écran, soit dans la barre de conversation. Donc, il vous suffit de cocher la réponse qui vous semble juste, en fait. Donc, il y a 2 accidents du travail mortels en France. Et selon vous, il s'agit de 2 accidents mortels par jour, par semaine ou par mois. Donc voilà, on vous laisse répondre. Ça, en général, ça va assez vite. Donc on voit une tendance qui commence à se dégager. On voit une tendance qui commence à se dégager, néanmoins, on voit que la réponse n'est pas forcément évidente et c'est ce que nous, en tant que pouvoir public et acteurs de la prévention, on observe. Peut-être on va vous passer un petit clip qui répondra à cette question et qu'on a mis en place dans le cadre du plan régional santé-travail par rapport à cette action et qui Alors, répond d'ailleurs directement à la question. je lance la vidéo. Du coup, je suis obligé d'arrêter ce partage-là, vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, il semble qu'il y ait un petit bug. Est-ce que la vidéo, normalement, est passée? En revanche, moi, j'ai pas eu le Oui, elle son. n'a pas passé entièrement. Elle n'est pas passée C'est pas entièrement. très grave, on va poursuivre. Elle n'est pas passée entièrement. Bon, en fait, la réponse à cette question, donc je vais revenir sur le diaporama.
si je peux le faire. C'est bon, 2 secondes, il est en train d'arriver. Voilà, il faut juste reprendre la main. La réponse à cette question, c'est qu'en France, aujourd'hui, donc en 2023, chaque jour, il y a plus de 100 travailleurs qui sont blessés gravement et 2 qui décèdent. Donc, en 2023, on continue à se blesser, à mourir au travail. Et ce qu'on observe sur plusieurs années, donc depuis une dizaine d'années, c'est que nous avons atteint un palier en matière de baisse des accidents du travail graves et mortels. On voit que les courbes entre 2011 et 2019 sont très proches. Et malgré les efforts à la fois des pouvoirs publics, des acteurs de la prévention, des entreprises aussi, puisqu'on a mis en place quand même un certain nombre d'obligations et on propose des actions de prévention, eh bien, il y a des efforts qui doivent être poursuivis. À titre d'exemple, au niveau régional, en Occitanie, en 2022, il y a eu 55 morts sur toute la région. Donc, c'est un chiffre qui est conséquent. On parle quand même de personnes qui décèdent. Et on va voir que souvent, en plus, on parle d'un public particulièrement vulnérable et jeune. Mais ça, on abordera cette question après. Donc, peut-être que je vais laisser la main à Philippe Millet qui va rentrer un petit peu plus dans les détails. Tout à fait, merci Madame Nègre. Alors, comme le dit Madame Nègre, effectivement, si on regarde les statistiques, alors je vais commencer par l'agriculture, c'est là où je suis le plus à l'aise. Si on regarde les chiffres de l'agriculture sur la région Occitanie, qui est, je dirais, la première région agricole de France aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a une baisse des accidents du travail avec et sans arrêt de 30% depuis 2002. Une petite erreur là, je vois, sur 2002. Alors que la population parallèlement diminue de 16,77%. Donc il y a vraiment une baisse des accidents. Je veux dire, il y a une baisse des effectifs, mais il y a aussi une baisse d'accidents qui est supérieure à la baisse des effectifs. Donc il y a une baisse importante des accidents du travail. Par contre, si on regarde les accidents mortels, ça ne bouge pas. Il y a un plateau. Comme disait Madame Nègre, on n'arrive pas à descendre. Et d'ailleurs, juste avant de faire cette conférence, j'ai reçu des informations sur la filière viticole. Sur la période des vendanges, on a eu cette année, sur 2 mois, 3 personnes qui sont décédées par intoxication de CO2. Donc en plus, un risque qui est très connu, mais ça fera malheureusement le lien avec la partie que je souhaite aborder ensuite. Pareil, dans le BTP, idem, on a, je dirais, 2 fois plus d'accidents du travail sur le premier semestre 2023. Donc, de manière générale, et dans le BTP sur la région Paris-Occitanie, de manière générale, ce qu'on constate au niveau national, mais aussi au niveau Occitanie, c'est les accidents mortels ne diminuent pas. On arrive à un plateau et même on a l'impression qu'il y ait une augmentation du nombre d'accidents mortels. Donc on verra tout à l'heure, dans un petit moment, de voir comment on peut essayer d'éviter ces accidents mortels en essayant d'entendre ou de détecter les signaux avant-coureurs. Voilà. Je relaisse la parole à Madame Nègre. Entendu, merci. Donc, quand on regarde de plus près les salariés les plus exposés aux accidents, on se rend compte qu'il y a un public qu'on qualifiera de vulnérable. C'est-à-dire qu'en fait, l'âge, l'ancienneté dans le poste de travail sont des facteurs d'exposition et de sinistralité. Les jeunes, donc moins de 25 ans, qui démarrent dans l'entreprise, quel que soit leur statut d'ailleurs, apprenti, pas apprenti, prise de poste, stagiaire, ils manquent d'expérience professionnelle, ils méconnaissent l'environnement du travail et de ce fait, ils ont jusqu'à 3 fois plus d'accidents que le reste des travailleurs. Et cette sinistralité, elle est particulièrement importante dans le secteur agricole, où ils sont encore davantage victimes d'accidents que leurs aînés. Je vais prendre un exemple dramatique, mais il y a une quinzaine de jours, dans le département du Gers, un jeune de 16 ans, stagiaire en formation professionnelle, est décédé alors qu'il était sur son lieu de travail et au cours de son contrat de travail. Donc, il y a ces jeunes. On proposera d'ailleurs au début décembre un webinaire pour accompagner les maîtres d'apprentissage et les tuteurs en entreprise, mais il y a également les salariés qui
prennent leur poste, c'est-à-dire qui ont une faible ancienneté dans l'entreprise et sur le poste. Il faut savoir que près de 15% des accidents du travail graves et mortels surviennent au cours des 3 premiers mois qui suivent l'embauche des salariés, et un quart des accidents du travail concernent des salariés qui ont moins d'1 an d'ancienneté. Alors, le public le plus vulnérable, ce sont les travailleurs intérimaires, les emplois et le travail saisonnier ou en détachement. Il y a aussi le barrage de la langue qui peut souvent générer des incompréhensions et qui peuvent donner lieu à des accidents. Et ce public est plus vulnérable. Et par déduction, là où le bas blesse, dirais-je, c'est souvent à l'accueil au poste de travail. Parce que, de par le code du travail, l'employeur a une obligation d'accueil, de formation, d'information qui peut même être renforcée pour présenter aux salariés, l'accueillir sur son poste de travail, lui présenter l'organisation du travail, l'environnement de travail, lui montrer le geste professionnel ou comment utiliser un équipement de travail en sécurité. Et souvent, cet accueil est peu fait ou mal fait. On ne prend pas le temps d'accueillir le salarié et c'est là que surviennent les accidents. Il y a effectivement des salariés qui sont plus exposés que d'autres, mais il y a aussi des secteurs professionnels qui ont une sinistralité qui est plus importante. Pourquoi? Parce que les conditions de travail font qu'il y a des facteurs aggravants qui entraînent des accidents. J'en citerai 4. D'abord, l'agriculture. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit M. Millet, mais les travailleurs agricoles sont plus exposés à certains risques, notamment le contact avec les équipements de travail mobiles, de levage de charge, mais aussi les chutes de hauteur. Dans la construction, les bâtiments et les travaux publics, la nature des travaux effectués font que les travailleurs sont exposés à des risques tels que la chute de hauteur, qui est quand même la 2e cause de mortalité en France, mais aussi contact avec les machines, utilisation d'équipements de travail et risque d'ensevelissement. Dans l'industrie, les salariés utilisent beaucoup des machines et c'est souvent ce qui entraîne des accidents, mais aussi ils sont exposés à des substances et des produits chimiques dangereux. Et enfin, un dernier secteur qui est très générateur d'accidents, c'est le secteur des transports. Il faut savoir que le risque routier professionnel est la première cause de mortalité en France. J'inclus dans cela à la fois les accidents du travail et les accidents de trajet. Donc, forcément, ce secteur donne lieu à des accidents de la route. Donc, il y a un public plus vulnérable, des secteurs professionnels qui sont plus concernés, mais aussi des risques qui génèrent des accidents plus graves, voire même mortels, que sont d'abord les risques routiers, les risques de chute de hauteur, les risques liés à la manutention manuelle de charge et les risques liés à l'utilisation des machines. Pourtant, au regard de tous ces éléments qui sont très contextuels, on se rend compte, suite aux enquêtes qui sont menées à la fois par les services de l'inspection du travail ou les acteurs de la prévention, et bien que les circonstances, elles sont souvent évitables. Puisque il existe des signaux et il y a des moyens d'agir. D'abord, lorsque des agents mènent l'enquête, on se rend compte que souvent, quand il y a un accident grave, voire même mortel, il n'y a souvent pas d'évaluation des risques professionnels et ou de mise en place de mesures de prévention qui sont adaptées aux risques. Souvent, l'information, l'accueil au poste de travail fait défaut. Je souhaite prendre un autre exemple d'accident qui a eu lieu en Occitanie il y a quelques mois dans l'Aveyron. Un jeune de 21 ans était en train d'effectuer des travaux sur une toiture avec d'autres collègues de travail et ce jeune a chuté d'un toit et est décédé. Et en menant l'enquête, on s'est rendu compte que ce jeune était là probablement pour remplacer un autre jeune qui avait eu le même type d'accident dans les mêmes circonstances quelques mois, quelques années auparavant.
Donc l'entreprise avait eu un premier accident mortel et n'avait pas mis en place les mesures de prévention adaptées. Nous, ce qu'on souhaite vous dire, c'est qu'il n'y a pas lieu d'attendre qu'il y ait un accident mortel ou grave pour mettre en place des mesures de prévention. Et d'ailleurs, les principes généraux de prévention qui sont édictés par le Code du travail proposent d'ores et déjà des solutions. D'abord, mettre en place une évaluation des risques. Évaluer les risques inhérents à vos activités professionnelles. Ensuite, planifier la prévention, c'est-à-dire mettre en place des mesures concrètes, un calendrier d'action. Là, vous pouvez vous faire accompagner, mais on y reviendra. Mettre en place une organisation du travail adaptée. Mettre en place aussi des mesures de protection, d'abord des mesures de protection collective avant de mettre en place des équipements de protection individuels et enfin et surtout former et informer vos salariés à leur environnement de travail, à leur poste de travail, à votre organisation du travail et les impliquer dans l'évaluation des risques professionnels. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à une entreprise justement qu'on a souhaité faire témoigner à travers un film qui est l'entreprise Sévigné, Travaux publics et industriels, qui malheureusement a connu des accidents du travail, mais qui explique qu'elle a aussi mis en place des actions de prévention et s'est fait accompagner par les acteurs de la prévention. Du coup, Vincent, je vous laisse proposer ce petit film de quelques minutes. Oui, c'est bon, excusez-moi. Je vais être obligé de couper la présentation comme tout à l'heure et ouvrir la fenêtre. C'est parti. Il y a 10 ans, nous avons vécu un drame humain dans l'entreprise. Nous avons eu un accident mortel. Donc, quand je dis drame humain, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une petite structure de 170 salariés et que tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. On boit un café souvent ensemble. Donc, quand je dis drame humain, voilà, c'est que quelqu'un, un être cher, si je puis dire aussi, nous a quittés. Voilà. Donc derrière, on a dû accompagner la totalité des salariés, faire une réunion extraordinaire du CHSCT. Donc quand je dis une réunion, on en a fait plusieurs, parce que tout le monde était sous le choc. Donc il y a eu un accompagnement important à faire. Mais je pense que moi, en tant que chef d'entreprise aussi, ça a été des moments particulièrement difficiles et douloureux. Nous avons eu la présence de la DRET, nous avons eu la présence de la CARSAT, de l'OPPTP, de la médecine du travail. Ces 4 représentants nous ont accompagnés aussi sur le terrain, notamment sur les analyses de poste. C'était important pour nous d'avoir donc une observation extérieure. Et ensuite, nous sommes passés donc, dans un second temps à plus un accompagnement de la part de l'inspection du travail, de la CARSAT, pour mettre en place et analyser tout ce qu'on faisait dans l'entreprise, mais essayer d'évoluer dans notre politique sécurité. Un exemple d'évolution dans la sécurité de nos chantiers, certains de nos clients ont accepté de fermer la circulation, donc c'est vrai que ça enlève un poids pour nos collaborateurs, donc pour exécuter certains chantiers. Donc dans la mesure du possible, ça a été fait, ça a été suivi, et ça a amené énormément de confort pour la réalisation, mais surtout de sécurité pour nos collaborateurs.
premier accueil est important. Donc, notre animatrice sécurité les reçoit, leur fait une formation. Et nous avons mis en place, et donc ça c'est sur la base du volontariat, donc il y a aujourd'hui sur 270 salariés, il y a 130 sauveteurs, secouristes du travail. Donc ça donne une culture sécurité et ça permet d'avoir un accueil qui soit optimum pour les jeunes. Et ils peuvent ainsi vérifier que tout ce qu'on leur a dit au moment de leur accueil se vérifie sur le terrain. Voilà, juste pour préciser, donc c'est un témoignage qui a été recueilli par la CARSAT Midi-Pyrénées et nous qu'on souhaitait valoriser par rapport aux actions qui ont été mises en place derrière cet accident du travail. Maintenant, je vais laisser la parole à Philippe Millet qui va rentrer un peu plus en détail sur les mesures qui peuvent être mises en place par l'entreprise. Donc avant Merci, Madame de... Nègre. Voilà, Philippe, je vous laisse prendre la main et du coup, voilà, on va lancer un petit sondage juste avant votre partie. Donc il faut juste passer 2 slides pour lancer votre partie. Et moi, je suis en train de lancer le sondage qui doit démarrer maintenant. Donc c'était juste pour voir à peu près dans la démarche que vous avez mis en place dans votre entreprise, où est-ce que vous en été sur l'identification des risques majeurs. Donc est-ce que du coup vous avez tous identifié? Est-ce que cette démarche elle est en cours ou voilà, potentiellement c'est pas encore réalisé dans votre structure? Comme tout à l'heure, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc voilà, on a affiché les résultats. Donc la tendance quand même, c'est voilà, vous êtes quasiment 80% à avoir déjà fait cette démarche et les 20% d'entre vous en train de voilà, de la mener. Donc c'est plutôt bien et c'est au-delà des statistiques nationales. Très bien. Bah, du coup, Philippe, je vous laisse. Voilà, je laisse le sondage ouvert encore quelques secondes, mais je vous laisse présenter votre partie. Ok, bon, ben, merci. Donc effectivement, après le bilan statistique et après cette vidéo, la question est de savoir comment on peut essayer en tout cas de limiter au maximum la survenue je dirais, des accidents mortels et des accidents graves. De manière générale, quand on regarde la diapositive, le graphe que je vous présente, tout le monde connaît ce graphe, c'est un moyen de classer, je dirais, les risques en fonction de leur gravité et de leur probabilité de survenue. Mais pour l'entreprise, le plus important, ça va être bien sûr de réduire les accidents graves et mortels qui ont toujours un impact psychologique sur l'entreprise, les salariés et aussi qui est un véritable drame humain. Donc, comment on fait? La question, c'est de savoir comment je peux faire pour limiter ces accidents. En plus, de manière générale, je dirais la survenue d'un accident grave ou mortel, c'est quelque chose qui est inacceptable. Tout le monde est d'accord pour, je dirais, que ça ne se produise pas. Alors, comment on peut faire? Une fois qu'on dit ça, comment on peut faire? Alors, la première chose qui peut être intéressant, c'est de rappeler quand même tout simplement un principe de prévention de base que tout le monde connaît. C'est cette fameuse relation qui est le risque égale le danger fois les conditions d'exposition. Alors, soit je suis capable de supprimer le danger, et dans ces conditions, le risque est nul. Alors, pour rappeler, le danger, par exemple, c'est une source de bruit, et le risque, c'est de devenir sourd. Hein, voilà, pour resituer un peu les notions. Mais si je ne peux pas supprimer le danger, je dois intervenir en hauteur. Ce qui va, je dirais, entraîner le risque, ça va être notamment les conditions d'exposition. Les conditions d'exposition,
qui vont être déterminés soit par la formation de l'opérateur, soit par les équipements que je puis le fournir pour travailler, ou soit notamment par la méthode ou l'organisation de travail que je vais lui demander de suivre ou que il sera amené à mettre en œuvre. Dans cette relation, ce qu'on peut voir, c'est que souvent, ça peut être des choix ou des actes qui sont subis ou non. Soit je les maîtrise, soit je les subis entièrement. Alors pourquoi j'incite là-dessus? Parce que souvent, on peut penser que l'accident mortel, il y a le fait comportemental est très important. Et de manière générale, dans les accidents du travail, c'est très très rare que le salarié souhaite se blesser. Donc le comportement que va avoir l'opérateur est souvent, je dirais, une conséquence de l'organisation du travail qu'on lui propose. Il est obligé de faire comme ça parce qu'il ne peut pas faire autrement. Alors, ce qui est important de voir aussi, c'est nous, en tant qu'organisme de protection sociale, vous l'avez vu dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, tout de suite, l'entreprise se retourne vers la CARSAT, la DREET, vers les organismes publics qui sont là pour aider l'entreprise. Nous, ce qu'on constate souvent, c'est que malheureusement, quand il y a un accident du travail mortel ou grave, tout de suite, on se retourne vers nous et on nous demande qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas normal, faut pas que ça se reproduise, comment pouvez-vous nous aider? Alors bien sûr, on répond à ces demandes, mais ce que l'on regrette, c'est souvent on est plus dans l'émotion, la réaction, l'intention. Et je vous dis ça parce qu'on a eu un tué, on a l'impression que tout le monde décède dans le monde agricole, mais on a eu un tué cet été aussi d'un salarié qui est tombé d'une plateforme pour tailler les pommes. Tout de suite, c'est ça, c'est la réaction. Qu'est-ce qu'on peut faire? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Nous, ce qui nous intéresse, et c'est ce qu'on va aborder dans un moment, c'est comment je peux construire des actions qui vont faire que ces accidents graves et mortels auraient tendance à diminuer. C'est ça, comment passer de cette émotion à une action construite. Alors, nous, ce qu'on vous propose, je ne dis pas que c'est bien sûr que c'est la Bible, mais bon, tout le monde connaît, j'imagine, certains indicateurs, comme on peut avoir le taux de fréquence, ou tout le monde connaît aussi la pyramide que vous voyez sur la diapo. Alors, la limite du taux de fréquence, c'est que le taux de fréquence va souvent, je dirais, avoir une vision d'un passé. Je vais évaluer ce qui s'est déjà produit. Mais le taux de fréquence ne va pas m'aider à avoir une vision prospective, future. Ce qui peut, par contre, vous amener à avoir une vision du futur, c'est Philippe, il justement. faudrait juste cliquer parce qu'il y a une Oui, animation sur ce diapo, donc on ne voit pas en fait là oui, pour l'instant. mais je vais y aller après. C'est normal. Je finis la partie, puis je passe après sur la deuxième La diapo. première n'est pas affichée, c'est pour ça. Ah, d'accord. Je croyais que c'était OK. Non, c'est pas le cas. Ah bon. Donc je reste sur la diapo de gauche. Donc tout le monde connaît donc la pyramide de Bird, hein, tout simplement, qui nous Elle est dit toujours que. pas affichée, Philippe, en fait, il faut juste cliquer une fois et ça sera bon. Là, j'ai passé, on la voit plus, hein, pour moi. Oui, mais du coup, les animations ne sont pas apparues, donc Vous voyez là? non, on voit pas les. C'est bizarre. En fait, on voit pas on voit pas les pyramides, ouais. On a Bon, juste la petite flèche rouge. On a juste la petite d'accord. flèche rouge OK. qui était les Bon, ben, animations. Ok. Bon, un désolé, petit vous allez aléa être du obligé de. direct, on est désolé du coup. Voilà, vous allez être obligé de essayer d'être le plus clair possible. Donc, pour ceux qui connaissent donc la pyramide de Bird, tout simplement, part du principe que pour avoir un accident mortel, il faut avoir 10 accidents graves. Pour avoir 10 accidents graves, il faut avoir 10 accidents avec et sans arrêt, etc., jusqu'à l'incident ou au phénomène qu'on peut appeler « je me suis fait peur ». Cette pyramide de Bird, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet en tout cas de réfléchir, je dirais, aux événements qui en apparence sont bénins, mais qui comportent un haut potentiel de gravité. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est ce qu'on va retomber sur ceux qui connaissent sur le diamant de la prévention. En fait, l'idée de la pyramide de Bird repose tout simplement sur le principe que tous les petits incidents qui peuvent avoir en entreprise, tous les accidents bénins ou tous les « je me suis fait peur » sont ce qu'on va appeler
des bas bruits de l'accident du travail mortel ou grave. Mais la limite quand même de cette approche, c'est qu'il est important de se poser la question par rapport à un accident bénin, de se poser la question, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est bon là, vous voyez la diapo qui est passée ou pas? Parce que du coup j'ai un doute. Vous voyez la diapo ressources on a les mobilisables? ressources mobilisables. Ok, C'est bon. parfait. Donc, par rapport à ces accidents qui sont bénins, pour pas non plus s'épuiser, il est important de se poser la question par rapport à un moment où je me suis fait peur, c'est savoir est-ce que cet événement aurait pu provoquer un blessé ou un mort. Ça, c'est une question fondamentale que vous devez vous poser pour avancer dans la prévention vraiment des accidents graves et mortels. Alors, comme je vous disais, l'important aussi, ce qui est important, c'est pour déterminer, je dirais, les accidents bénins sur lesquels on va travailler, c'est ces accidents bénins qui ont un haut potentiel de gravité, qu'on va dire, ben, vous avez quand même des sources qui peuvent vous permettre déjà d'identifier sur quel type d'accident bénin on va travailler, sur quel type l'entreprise va se focaliser. On ne va pas pouvoir travailler tous les accidents bénins. On va être obligé d'abord de se centrer sur 2, 3, 4, 5 accidents, je dirais, bénins au potentiel de gravité. Alors, pour les déterminer, vous avez des sources. Je vous ai listé. Vous avez bien sûr le document unique où, dedans, on vous demande aussi à hiérarchiser vos risques. Donc, ça peut être la première source qui permet d'identifier les risques qui, pour l'entreprise, pourraient avoir des hauts potentiels de gravité. Bien sûr, c'est la parole des opérateurs et de tous les opérateurs, hein. Comme l'a dit Virginie Nègre, rappelez-vous, c'est quand même les saisonniers, les jeunes qui sont peut-être les plus sujets, qui sont non, le plus sujet à des accidents du travail. Bien sûr, le dialogue social. Vous avez les fameux risques du métier. Si je prends, je dirais, l'agriculture, et pour faire écho à ce que je vous ai dit au début, en viticulture, le CO2, l'intoxication par CO2 qui entraîne la mort, est tout accident bénin lié à ce type de risque doit être traité par l'entreprise. L'entreprise doit être capable de fournir des réponses pour éviter que ça se reproduise, parce qu'un jour ou l'autre, nous arriverons à l'accident mortel. Et les fameux « je me suis fait peur ». Les « je me suis fait peur », et on le verra tout à l'heure, qui va reposer sur une organisation aussi de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut que les salariés puissent aussi mettre sur la table les moments où ils se sont fait peur et qui ne les gardent pas pour eux. Par exemple, je vais prendre encore dans l'agriculture, je mets une échelle contre un silo, je glisse, je me rattrape, je me suis fait peur, il ne s'est rien passé. Mais j'aurais pu, si je me pose la question qui est en dessous, aurais-je été surpris si cet événement avait provoqué un blessé ou un mort? Ben non. Donc voilà, vous voyez déjà, la première phase, ça va être d'identifier au niveau de votre entreprise quels sont les risques pour vous qui méritent d'être traités et traités quand ils se produisent, mais surtout quand ils ont failli se réaliser et de mettre en place toute une politique pour les faire remonter et les analyser. Donc ça c'est un point important. Donc je reviens, là je vais passer rapidement sur cette présentation que tout le monde connaît et du coup je ne sais pas si vous la voyez, du coup il y a un doute maintenant surtout. Si, c'est bon, c'est bon. C'était ok. juste l'animation en fait qui n'a pas fonctionné. D'accord. Ensuite, donc, comme je disais, détecter, analyser et traiter ces événements au potentiel gravité. Tout va reposer là-dessus. Alors, comme je reviens sur cette question qui est importante, c'est aurais-je été surpris si cet événement avait provoqué un blessé grave ou un mort? C'est une question qu'on doit se poser pour savoir si on fait un stop sur l'événement bénin qu'on nous présente. Alors, bien sûr, après, je dirais, comme tout accident du travail, mais sur le bénin, ici, on va essayer d'identifier les mécanismes qui ont conduit à ces situations. Par rapport à ça, les préventeurs ont pléthore d'outils. Ça peut passer de l'arbre des causes par des études ergonomiques, notamment, hein. Comme je l'ai dit, la dimension individuelle du comportement, je vous invite à ne pas s'arrêter là-dessus et ne pas se satisfaire de ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est rare que les gens se blessent par plaisir. C'est rare. Si je fais quelque chose, c'est que malheureusement, le milieu dans lequel j'interviens me pousse à agir de cette manière. Des études ergonomiques ici peuvent
facilement aider l'entreprise à comprendre ses comportements et agir sur les sources qui génèrent ce comportement. Et comme je disais, ça renforce ce que je viens de dire au-dessus. Souvent, je dirais, l'accident peut naître aussi de certaines lacunes organisationnelles, hein. Je vous renvoie sur l'animation qui est à côté. Donc, de les détecter, de les analyser. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est quelques conseils à suivre pour essayer d'appréhender au mieux ces accidents graves et mortels. On va dire ATGM, ça sera plus simple. Comme je l'ai dit, premièrement, ça va être cultivé, donc c'est une conscience partagée des risques les plus importants, on va y revenir dessus. Veiller au respect de règles qui sauvent aussi, c'est important. Je ne dis pas des consignes. On verra tout à l'heure la différence entre des règles qui sauvent et peut-être des consignes. Concevoir et repenser ma structure pour éviter la création de situations en risque. Et bien sûr, restaurer un climat de confiance. Vous devez comprendre que quand je vous parle de la capacité à s'exprimer sur des peurs que j'ai pu rencontrer lorsque je travaille, il est évident qu'en face, si je vais aimer ça, il faut que j'ai des récepteurs qui soient ouverts pour entendre ma parole. Alors, cultiver une conscience partagée des risques les plus importants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est important d'identifier 3, 4 risques majeurs. Alors vous avez vu, vous êtes à 80 à avoir identifié apparemment vos risques majeurs, donc je dirais la première partie est faite, mais c'est d'identifier vraiment quels sont les risques les plus importants dans ma structure. 3 ou 4. Pas de sous-estimation, pas de surestimation. Vraiment les risques les plus importants. Que ces risques soient partagés par l'ensemble de l'entreprise, par l'ensemble des acteurs, aussi bien sûr la direction, les opérateurs, la chaîne hiérarchique et bien sûr les partenaires sociaux. Sans cet accord, peu de chances qu'on arrive à identifier et surtout à faire remonter, je dirais, ces indicateurs à bas bruit qui vont m'alerter sur des situations qui pourraient dégénérer et qui pourraient créer un accident grave. Donc déjà, c'est cultiver une conscience partagée, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, veiller aussi au respect strict des règles qui sauvent. D'ailleurs, je vous dis, ce n'est pas des consignes. Les règles strictes, c'est quoi? Hein, si on le voit à côté, elles doivent répondre à différents critères. La première, bien sûr, si elles sont scrupuleusement respectées, elles doivent sauver des vies. Exemple, je vais prendre toujours je suis désolé, je prends des exemples agricoles, hein. Exemple, je conduis un tracteur en terrain pentu, je dois mettre ma ceinture de sécurité. Ceci n'est pas négociable. Je sais que si je me renverse, ceci va sauver ma vie. Tous les ans, nous avons, sur le territoire français, une cinquantaine d'agriculteurs qui meurent par renversement de tracteur. Et dedans, je ne compte pas les retraités qui payent aussi un lourd tribut. Voilà ce qu'on appelle par sauver des vies si elles sont scrupuleusement respectées. Je pense que dans vos métiers, vous avez tous des situations de ce type-là. Après, elle doit être observable et mesurable. Exemple, mon port de ceinture, je l'ai ou je ne l'ai pas. C'est incontestable. Elle doit être applicable par tous et commune à tous. Ça veut dire que tout le monde doit les connaître. Et je vais passer au dernier point. De ce fait, elles sont doublement opposables. C'est-à-dire qu'elles s'imposent à tous, du directeur aux salariés, et que si on me donne un matériel, je reviens sur ma ceinture de sécurité, un tracteur non équipé d'une ceinture de sécurité, j'ai le droit de ne pas réaliser le travail. Bien sûr, facile à retenir. Donc là, on va retomber aussi dans toutes les communications ou tous les slogans chocs, hein, qui peuvent permettre de, je dirais, retenir ces règles simples. Et surtout, ce qui peut faire la différence de la consigne, c'est être élaboré de façon participative. Ça donne du sens et surtout, ça permet de construire des règles qui sont surtout applicables. Donc voilà, ça, c'est un point aussi important et qui peut donner des fois aussi un peu plus de sens à toutes les règles qu'on peut faire pour sauver les vies en entreprise. L'autre point qui est important aussi, c'est voilà, c'est concevoir, penser le système de défense en profondeur. Ici, vous voyez, je vous ai présenté 3 barrières. De manière générale, alors
Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais c'est pour certaines personnes, des fois, il faut bretelles, ceinture et parachute. Voilà, pour les gens qui aiment bien être sécurité. Et ben voilà, en entreprise, ça va être pareil. Pareil, on va mettre en face de ces risques mortels, de ces dangers mortels, on va essayer de mettre en place, mais pour tous les accidents, vous allez me dire, différentes barrières qui vont être, les barrières de prévention classiques, les barrières de récupération et après les barrières d'atténuation. Donc, on doit penser sur ces 3 niveaux. Si on prend comme exemple, je dirais, je vais essayer de prendre un risque qui est commun, qui peut être commun à tout le monde. Si par exemple, nous prenons une intervention sur de l'électricité, par exemple, donc en lien avec le risque électrique. Dedans, ce qu'on va retrouver dans les lignes de prévention, ce qui va être nommé ligne de prévention, ça va être tout ce qu'on va appeler la formation des opérateurs, tout ce qu'on va appeler l'habilitation à intervenir de l'opérateur, tout ce qu'on va appeler les consignations. Ça va être ma ligne de prévention. Ce qu'on va appeler ma ligne de récupération, par exemple, ça veut dire que malgré tout ça, on va me fournir quand même un appareil pour détecter quand même si c'est sous tension. J'ai confiance, mais pas trop. Ça peut être aussi un opérateur qui m'alerte en disant attention, je ne sais pas si on a bien fait la consignation. Ça va être ma ligne de récupération. Si ma ligne de récupération marche, je ne suis pas exposé au risque, il ne se passe rien. Si ma ligne de récupération est défectueuse, je peux avoir en dernier moment la ligne d'atténuation. Et ma ligne d'atténuation, ça va être atténuation du risque, qui va pour but de limiter l'impact sur mon corps, qui peut être, est-ce qu'il y a des sauveteurs secours du travail en entreprise? Est-ce qu'on a un tapis isolant au niveau de la zone d'intervention, qui vont avoir pour but de limiter, je dirais, la survenue de l'accident. Donc avec ces 3 barrières, l'objectif, ça va être de limiter l'apparition de l'accident grave et mortel. Et ensuite, la dernière source, le dernier conseil, comme je vous disais, ça va être d'instaurer un climat de confiance favorable à la remontée des événements par le développement d'une culture juste. Comme je vous disais, si on demande aux salariés, à la hiérarchie, à tout le monde de pouvoir remonter ces fameux incidents à haut potentiel de gravité, encore faut-il en face mettre en place des structures et des opérateurs qui ont envie de les entendre. Donc, autrement, ça ne se dira pas et le seul moment où ça ressortira, c'est quand je serai en face d'un accident grave et mortel et tout le monde dira: «Ah ben oui, mais on savait, mais on n'a pas voulu dire». Voilà. Donc faire la différence aussi entre, face à des contributions positives où là, l'entreprise ne peut que remercier le salarié. Face à une erreur, j'ai droit de me tromper ou face à une transgression volontaire où là, l'entreprise doit aussi pouvoir, agir par rapport à ce type d'agissement et là, je renvoie au règlement intérieur de différentes entreprises. Donc voilà, là, vous avez à notre sens, 4 niveaux, 4 conseils qu'il faut suivre pour limiter en tout cas l'apparition des accidents graves, et mortels. Alors pour, repréciser rapidement, comme je disais, c'était 3 ou 4 accidents avec un haut potentiel de gravité. Ça sert à rien de lister plus parce que vous risquez de vous épuiser aussi dans la mise en œuvre des actions. Les analyser, collecter et concevoir après, je dirais, des systèmes de prévention qui limitent, je dirais, la survenue de ces accidents avec ces 3 défenses en profondeur, hein, la prévention, la récupération et l'atténuation. Ça veut dire que quand on forme des SST, ça s'inscrit dans ces 3 logiques, hein. Comme je l'ai dit, sauveteurs secours du travail, ils sont là pour atténuer, je dirais, la survenue d'un accident bénin. Et bien sûr, tout repose, comme toujours, hein, sur l'écoute et une démarche participative dans la mise en place de ces stratégies. Je crois que j'en ai Merci fini Philippe. pour moi. Oui, enfin Ouais. le dernier point, voilà. Juste rapidement par rapport, comme je disais, par rapport au PRST 4 qui est axé, sur ce thème, les accidents graves et mortels. Il y a 4 axes majeurs qui vont être développés et ça fait, redondance avec ce qu'a dit madame Nègre au début. Bien sûr, c'est la réflexion sur les jeunes et les nouveaux embauchés et notamment l'accueil des salariés, accroître la mobilisation autour des travailleurs les plus vulnérables, renforcer l'accompagnement des TPE et PME et bien sûr, approfondir les connaissances pour mieux cibler les actions. Donc, il y a toute une recherche qu'on fait aussi avec une association sur ces questions-là, en termes de méthode notamment. Voilà, Vincent.
Très bien, oui. Donc là, on est passé sur la partie déjà ressources et acteurs mobilisables qu'on souhaite vous présenter maintenant. Mais je pense que Virginie voilà, va venir compléter un peu ses propos. Donc, comme vous le Oui, savez, nos webinaires voilà, font notamment la promotion des actions du PRST et on essaie autant que possible de vous présenter les outils que vous avez à disposition ou qui sont en cours de préparation. Voilà, Virginie, je vous laisse oui, terminer avec les oui, outils du oui, PRST. tout à fait. Donc, effectivement, hein, donc pour compléter les propos de Philippe Millet qui sont très éclairants, je vois qu'il y a des questions qui dans le chat, donc on pourra y répondre derrière. C'est aussi l'objet de ces webinaires. Donc, bon, on a effectivement donc une action hein, autour des jeunes et des nouveaux embauchés et un fascicule notamment à votre disposition hein, sur le site internet du PRST pour mieux accueillir vos apprentis. Donc là, je vous invite à aller voir hein, parce que c'est un fascicule qui est très simple d'accès et qui rappelle les droits et obligations en matière d'accueil d'un jeune mineur, apprenti, qui vous rappelle aussi les règles de base en matière de santé et sécurité et les acteurs compétents pour vous aider. Mais on va aussi développer cela dans le cadre d'un webinaire qui sera organisé le 5 décembre. Donc, ça sera quelque chose qu'on va évoquer ensemble. Ensuite, j'ai parlé de plusieurs risques hein, au cours de mon propos. Hein, Monsieur Millet disait identifier 2-3 risques inhérents à notre activité, à votre activité. Il y en a au moins 2 hein, qui sont quand même des risques assez majeurs en termes d'accidentologie. C'est d'abord le risque routier professionnel qui est souvent peu pris en compte hein, et pourtant de nombreux morts au travail lors de déplacements, hein, que ce soit dans les transports routiers de marchandises ou de voyageurs, mais également des entreprises où le salarié va prendre le véhicule pour se déplacer d'un lieu à l'autre. Je pense aux commerciaux, je pense à des opérateurs sur chantier, y compris dans le monde agricole. Donc voilà, ça c'est on est vraiment sur un risque majeur et pourtant il y a des vraies règles à mettre en place. Hein. D'abord l'organisation des déplacements. Qui rejoint l'organisation du travail, la communication, limiter les communications et ce qu'on appelle nous en jargon, dans notre jargon, les distracteurs de conduite, c'est-à-dire je vais éviter que mon salarié il prenne des appels ou envoie des SMS au volant. Et pour éviter cela, déjà, je m'engage moi en tant qu'employeur à ne pas l'appeler durant ses déplacements. Ça paraît tout bête, mais c'est la base. Quand on parle organiser les déplacements, c'est aussi essayer de trouver un juste milieu entre la livraison et les contraintes dues à la circulation routière en aménageant des pauses et puis aussi et surtout former ses salariés. Donc, bon, dans ce cas, nous, on propose un kit hein, qui est le kit risque routier professionnel où vous allez pouvoir vous servir de plaquettes d'interpellation, de vidéos, d'autodiagnostic, de diaporamas, d'évaluation. Donc là, je vous invite à aller voir directement sur notre site internet. Une deuxième cause majeure d'accident du travail, c'est la chute de hauteur, hein, et pas que dans le secteur de la construction. Hein. On pense souvent au chantier du BTP, mais il y a beaucoup de chutes aussi dans d'autres secteurs, hein, agricoles ou autres. Nous, il y a une action hein, de formation des travailleurs intérimaires qui a été mise en place hein, de par une convention entre les CARSAT et les entreprises de travail temporaire qui s'appelle le certificat de compétences au travail en hauteur, hein, qui est en train d'être développé en région, bien développé sur la partie est, un petit peu moins sur la partie ouest, mais les CARSAT travaillent à ce que ça soit mis en place, ce qui ne remplace pas l'accueil au poste de travail de l'entreprise utilisatrice, ça je tiens à le souligner. Et puis aussi, on a des fiches qui sont des fiches très très simples hein, qui ont été construites à MSA DRETS, des fiches pour prévenir les risques de chute de hauteur en agriculture. Mais moi, j'ai envie de vous dire, ces fiches, elles peuvent être utilisées dans tout secteur d'activité puisqu'elles mettent en scène des situations de travail qu'on retrouve dans tout secteur.
en rappelant le cadre réglementaire et les mesures de prévention à mettre en place. Donc tout ça, c'est sur notre site internet. On va aussi vous proposer des outils de communication comme la petite affiche que vous voyez là à l'écran ou le clip qu'on n'a pas pu voir en entier, mais on en a sur différentes thématiques en lien avec les accidents du travail graves et mortels. Ces affiches que vous pouvez afficher au sein de votre entreprise, que vous pouvez donner à vos salariés, et puis ces petits clips qui peuvent vous permettre d'introduire une réunion, hein, par exemple. Après, il y a des outils, mais il y a aussi un système d'acteurs, que ce soit au sein ou ressources extérieures à l'entreprise. Donc, au sein de l'entreprise, j'allais dire le premier acteur, l'acteur majeur, l'acteur principal de la prévention, c'est quand même l'employeur, hein. C'est lui qui va initier, qui va embarquer les salariés avec l'appui du salarié désigné compétent, mais aussi et surtout les représentants du personnel à travers les représentants au CSE ou au CSSCT pour les entreprises de plus grande taille. L'encadrement intermédiaire doit être impliqué. Et puis, les salariés, hein, comme le disait Philippe Millet, le salarié, on se retourne souvent sur le salarié, mais pourquoi il a fait ça comme ça? Mais il faut se demander qu'est-ce qui a conduit dans mon organisation du travail, qu'est-ce qui a conduit dans les consignes qui ont été passées, dans la manière dont le management est fait au sein de mon entreprise, dans la manière dont j'accueille et je forme mes salariés, qu'est-ce qui a conduit le salarié à faire tel geste qui a conduit à l'accident. Il y a d'autres ressources, ce sont plutôt les ressources extérieures de l'entreprise. Moi, j'ai mis en premier lieu l'inspection du travail, hein, pour toute question en droit du travail, l'inspecteur compétent pour votre entreprise, mais aussi et surtout le service de renseignement en droit du travail est en capacité de renseigner l'employeur ou le salarié sur les règles applicables. Le service de prévention et de santé au travail de proximité qui propose, il le propose tous aujourd'hui depuis la loi de 2021, un accompagnement à la mise en place du document unique d'évaluation des risques professionnels. Les services de prévention des CARSAT, hein, caisses d'assurance retraite, santé au travail, qui sont le premier interlocuteur des entreprises du régime général, hein, qui proposent des outils sur beaucoup de secteurs professionnels, qui proposent aussi des aides aux entreprises, y compris financières, hein, sur la mise en place d'actions de prévention. Les caisses de MSA, mais Philippe Millet en parlerait mieux que moi, pour toutes les entreprises du secteur agricole qui sont vos premiers interlocuteurs. Et en ce qui concerne les entreprises du secteur des bâtiments et des travaux publics, vous avez l'OPP-BTP qui organise des formations, informations complètement à la disposition des entreprises. En fait, vous voyez qu'il y a tout un système d'acteurs. Alors, le petit schéma qui est à l'écran, il est plus général pour vous montrer qu'autour de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail, il y a un système d'acteurs et vous n'êtes absolument pas seul. C'est-à-dire qu'à un moment, une entreprise qui a envie de mettre en place de vraies actions de prévention, elle se tourne vers ces acteurs et elle va pouvoir être accompagnée et aidée. Voilà, je crois que j'en ai terminé, donc je vous laisse la main, Vincent, pour proposer vos prochains rendez-vous sécurité. Eh bien, merci Virginie. Mais voilà, je rappelle aussi que les CCI sont des interlocuteurs privilégiés, donc on côtoie régulièrement tous ces acteurs, donc voilà, on peut être aussi une clé d'entrée pour les entreprises. Sur les liens ensuite, bon, vous connaissez certainement voilà, le site du ministère, donc comme je disais en introduction, qui a récemment proposé ben voilà, des clips pour rappeler donc, que les accidents du travail, eh ben, voilà, il y en avait encore trop malheureusement. Et comme le disaient nos intervenants, on est arrivé à un seuil où il ne diminue plus. Donc le ministère a souhaité voilà, remettre un petit focus sur ces accidents graves et mortels. Vous avez un dossier également complet sur le site de l'INRS et comme le précisait Madame Nègre, voilà, le site du PRST avec l'ensemble des outils, notamment ceux sur le kit risque routier ou chute en hauteur, tout est précisé sur ces liens-là.
En termes d'agenda, du coup, voilà, comme ça a été annoncé, donc les jeunes notamment sont voilà, 25% plus exposés que les autres salariés de l'entreprise. Donc, on a décidé en fait de vous sensibiliser sur le prochain webinaire sur cette thématique-là. Voilà, donc ça sera le 5 décembre à 14h30. Donc, vous aurez le lien pour vous inscrire hein, dans le support. Et puis, voilà, une dernière date hein, pour ceux qui sont à proximité de Tarbes, donc ça sera le 28 novembre. La dernière du PRST Tour, voilà, après 13 étapes, on arrive à la fin de ces belles matinales donc, qui ont bien fonctionné, donc avec le schéma classique où voilà, on présente un peu le diagnostic santé-sécurité de la région, mais avec des zooms aussi par bassin d'emploi sur le territoire là, des Hautes-Pyrénées. On fera 3 tables rondes, notamment voilà, sur tout ce qui va toucher l'addiction. Ensuite, on reprendra ce sujet des accidents graves et mortels et le volet troubles musculo-squelettiques. Et puis, il y aura une partie, voilà, comme on fait habituellement, échange avec le public et une présentation de l'ensemble des actions du PRST. Donc, on a vu qu'il y avait de nombreuses questions, en fait, qui ont été posées à travers le chat. Donc, avec Stéphanie, on va les reprendre pour les poser à nos interlocuteurs experts. Stéphanie, du coup, la première. Alors, la première, moi, j'avais envie de partir, pardon, mais sur la dernière qui est quand même en lien avec toutes ces thématiques de prévention. Voilà, la difficulté que peuvent avoir certains employeurs à réellement faire appliquer des règles importantes, comme par exemple le port des équipements de protection individuels. Voilà, avec des opérateurs qui parfois voilà, peuvent être récalcitrants, on va dire, tel que c'était noté dans la question. Qui veut répondre sur une manière de traiter ces situations-là? Alors moi, je peux commencer éventuellement, hein. J'allais dire que on peut prendre la question à l'envers et se demander pourquoi les opérateurs sont récalcitrants. Est-ce que on peut proposer autre chose que des équipements de protection individuelle? Suivant les situations de travail, on peut mettre en place déjà des équipements de protection collective. Est-ce que la information des opérateurs est suffisante, hein? Est-ce qu'on les implique suffisamment dans la mise en place d'actions de sécurité au sein de son entreprise? J'allais dire, avant d'arriver à pourquoi faut se demander pourquoi je n'y arrive pas, avant de se poser la question de comment je peux faire pour y arriver, parce que peut-être avoir un échange tout simplement avec ses salariés, ses représentants du personnel sur ces difficultés-là et voir les points de blocage pour pouvoir les traiter. Moi, je ne ferai que rappeler, parce que là, j'ai la question en face des yeux, donc j'entends hein, complètement, parfois c'est compliqué, il y a j'allais dire, des situations de travail ou des habitudes prises au travail qui peuvent être problématiques, mais je pense qu'il faut repenser globalement la mise en place d'actions de sécurité. Et dans les principes généraux de prévention, on parle d'abord de supprimer le risque. Donc, est-ce que cette question a été posée? Est-ce que je peux faire en sorte que les salariés n'aient pas des situations de travail qui les exposent à un risque? Mettre en place des protections collectives. Est-ce que, avant d'arriver aux EPI, je peux faire en sorte que le risque de chute soit traité différemment, puisque là, on parle de risque de chute a priori. Et puis, informer mes salariés. Est-ce que ce n'est pas là où le bas blesse et où je leur expliquerai peut-être ce que peut entraîner un accident du travail? Comme le disait Philippe Millet très justement, personne n'a envie de se blesser ou de mourir au travail. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Monsieur Millet. Alors oui, alors effectivement, c'est toujours la question qu'on nous pose, c'est sur les EPI, les salariés ne portent pas les EPI, je pense. Après, dans les mêmes questions, ce que j'ai vu un peu plus au-dessus dans ces mêmes questions, je ne sais pas, au moment où je sais pas, j'essaie de la retrouver. Ne vous inquiétez pas, Kimi, je remonterai sur les questions. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui dit aussi parce que c'est incompatible avec le travail, etc. Comme je vous disais dans la diaporama que je vous ai montré tout à l'heure, il y a différents points que doit aborder une règle. Et notamment, quand on va parler de règles, on va tomber sur les EPI. Effectivement, il y a déjà la question, c'est du sens du port aux EPI. Donc ça, c'est quelque chose qui, effectivement, il faut que vous en parliez.
Après, effectivement, comme l'a dit Madame Nègre, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour pallier le port des EPI? Alors après, je vais être peut-être plus dur que Madame Nègre, mais après, il y a aussi, vous avez le règlement intérieur qui est aussi de dire, bah, si tu ne portes pas tes EPI, il peut y avoir des sanctions. C'est aussi un levier sur lequel, malheureusement, vous pouvez jouer en dernier ressort. Et après, je vous dis aussi sur le port des EPI, moi, on intervient souvent en entreprise, on traverse des ateliers où vous avez les salariés, on leur demande de porter les EPI, etc., etc. Et à côté de ça, nous, on va passer avec le directeur ou l'encadrement, et on est les guest stars, on n'a aucun EPI. Donc, il y a aussi cette chose doit s'appliquer à tout le monde. Si le N+1 ou celui qui est au-dessus ne porte pas ses EPI, je ne vois pas pourquoi en dessous, on porterait les EPI. Oui, alors moi je vous rejoins, Philippe Millet, hein, par rapport tout à fait, mais le règlement intérieur, effectivement, je ne l'ai pas souligné parce que c'est vraiment le dernier recours. Oui, oui. Et il faut d'abord se demander pourquoi Oui, tout à avant fait, oui. d'imposer, hein, parce que c'est souvent pas en imposant qu'on arrive à… Ouais. Voilà. Par contre, ce que je voulais dire sur les EPI, dans le monde agricole, il y a un métier que vous devez tous connaître, hein, donc ce sont les bûcherons, hein, tout simplement. Les bûcherons ont beaucoup d'accidents du travail parce que ils utilisent déjà un outil qui est extrêmement dangereux qui s'appelle la scie à chaîne ou plus communément appelée tronçonneuse et qui ont pour but aussi d'abattre des arbres et avec une variabilité des fois due à l'espèce des arbres, etc. C'est une profession qui, par rapport à tout ce qui était règles, procédures de travail et notamment équipement de protection individuelle, ne portait pas. C'est une filière comme le BTP, hein. Ce sont des filières qui ont fait d'énormes progrès sur ces questions-là quand même. Parce qu'il y a eu aussi un gros travail de sensibilisation et aussi une prise en compte de leur travail. Comment je travaille avec ces équipements de protection individuelle. Mais si vous avez des salariés qui, nous on a souvent le problème, on constate, c'est notamment sur le port des équipements de professionnels en lien avec les nuisances sonores. Effectivement, ils ne portent pas ou ils portent très peu. Ben là, il faut expliquer, il faut demander, comme dit Mme Nègre, pourquoi vous ne les portez pas? Pourquoi vous ne les portez pas? C'est important d'essayer de savoir pourquoi. Mais si ces EPI existent, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, il y a la prévention, les barrières de prévention, il y a les barrières de récupération, il y a les barrières d'atténuation. L'EPI va se situer au niveau de la barrière de l'atténuation. Donc, si vous voulez supprimer l'atténuation, ces barrières d'atténuation, ou qu'elles soient moins contraignantes, il va falloir travailler, comme dit Madame Nègre, sur ma barrière de prévention ou ma barrière de récupération. Et souvent, l'employeur peut dire, je fais confiance que dans ma dernière barrière d'atténuation. Donc, je repose toute la contrainte sur le salarié. Et après, je vois là sur les questions sur le téléphone au volant. Ah, je n'ai pas vu. On va peut-être laisser s'il y a d'autres questions, du coup. Oui, je vais les regrouper en Alors fait. oui, je reviens juste sur la question de Anne Nougarolis. Alors je ne sais pas qui est cette Anne Nougarolis, dans quelle entreprise vous travaillez, mais effectivement, alors ça, c'est encore, bon, je ne sais pas dans quel milieu vous êtes, mais aujourd'hui, effectivement, si je prends le monde agricole, notamment tout ce qui est CUMA, enfin bref, trouver un salarié, c'est compliqué quand j'habite Mur de Barrez, quand j'habite dans des endroits comme ça, un peu perdu. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'Aveyronais et que je vexe personne, mais un peu perdu. Si je trouve un salarié, effectivement, peut-être que je vais être mon pouvoir de l'obliger à suivre certaines méthodes de travail, peut-être que je ne pourrais pas l'utiliser comme je le souhaite parce que j'aurais peur qu'il parte. C'est un véritable problème, mais agroalimentaire, mais notamment alors, l'intérêt de notre métier, c'est que nous, on voit la prévention, on voit l'accident, et après, on intervient aussi après l'accident. Et on intervient notamment pour les fautes inexcusables. Et là, je dirais votre tolérance, votre bienveillance, je ne sais pas comment il faut tourner ce terme, ou votre faiblesse, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, va se retourner contre vous. Parce que là, le juge, il vous dira tout simplement qui est le chef d'entreprise, le salarié ou vous. Mais là, je reconnais, madame, votre question, je n'ai pas de réponse. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché se retourne, il y a une tension sur l'emploi. J'ai des salariés, peut-être que je préfère être un peu moins, je préfère peut-être être plus
laxiste ou coulant, je ne sais pas comment il faut dire, pour ne pas les embêter là-dessus en tout cas. C'est un véritable Je problème. me, je me permets juste de compléter par une petite phrase et après laisser la place à d'autres questions, mais en 2 points. La première, c'est nous, on fait le pari aussi en tant qu'acteur de la prévention que si vous travaillez sur la prévention, vous allez rendre vos métiers plus attractifs, hein, parce que peut-être que le défaut de recrutement est en lien avec les conditions de travail de certains secteurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, il y a une responsabilité de l'entreprise, mais il y a aussi, voilà, je me permets d'insister lourdement, mais dans les principes généraux de prévention, on est d'abord sur je supprime le risque, je mets en place des protections collectives, puis en dernier recours individuel, j'accueille mes salariés au poste de travail, je les forme et je les informe. Voilà. Mais je vais peut-être laisser la parole, vous laisser la parole pour que vous nous posiez d'autres questions pour. En fait, on en a quand même pas mal qui tournent autour de ce sujet-là, hein, sur en fait, finalement, l'application de ce qui est prévu, organisé dans l'entreprise. On a la question du téléphone au volant interdit, mais la règle n'est pas appliquée. Comment faire? On a aussi. Alors, sur le téléphone au volant interdit, bon, déjà, c'est interdit par le code de la route, au-delà de la prévention. Et puis, bon, il y a des applications qui existent, hein. Et nous, on propose dans le cadre du kit aussi un certain nombre de plaquettes d'interpellation, de vidéos. Je crois qu'il y a vraiment une nécessité de sensibiliser les salariés. Et puis, il faut aussi s'interroger, comme je dis, sur l'organisation du travail ou détourner si vous êtes dans le secteur des transports. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, souvent, enfin, pour avoir sensibilisé des entreprises du secteur, j'ai entendu, ah ouais, mais bon, il y a la problématique du temps de travail, on veut livrer vite, l'employeur appelle, finalement, le salarié répond. Enfin, tout ça, il y a il faut essayer d'être cohérent dans ce qu'on demande aux salariés. Mais des applications existent pour permettre aux salariés de ne pas répondre, hein, qui met le téléphone en off. Et puis, vous, en tant qu'employeur, l'accompagner aussi dans cette démarche-là. Bon, la dernière question qui tourne autour du même sujet, puis ensuite on va changer de thématique, c'est sur certaines activités où les salariés sont nécessairement à distance, par exemple les activités liées au transport, c'est parfois justement compliqué de pouvoir revenir sur des règles de sécurité qui ne sont pas appliquées. Oui, j'entends complètement, mais après, aujourd'hui, ils sont à distance, mais les moyens actuels de communication peuvent permettre d'organiser des points sécurité, y compris à distance. Ben là, ce webinaire en est la preuve, hein, aucun d'entre nous est au même endroit et pourtant on arrive à communiquer sur la sécurité. Donc je pense qu'il y a des moyens pour former, informer, sensibiliser vos salariés. On va changer de thématique, on va passer plutôt sur la dimension risque routier. Alors là, on a quelques questions qui tournent, par exemple, alors je suis désolée, oui, on a des participants aveyronnais autour de la table, et avec notamment, voilà, des sites qui peuvent être situés dans des zones rurales avec des toutes petites routes étroites et sinueuses. Donc c'est assez compliqué, en particulier pour gérer le risque routier, ne serait-ce que lié au trajet, pas forcément que sur le risque routier professionnel. Voilà, comment est-ce qu'on peut gérer ces aspects, par exemple? Ben, je réponds un peu toujours la même chose, mais finalement, on revient à la formation des salariés, où il y a de nombreux organismes qui proposent, hein, des formations sur ce type de route, de chemin, avec un climat qui est parfois un petit peu rude. Donc, moi-même, j'en ai suivi dans mon propre organisme, donc je pense qu'il est tout à fait possible de faire appel à des organismes extérieurs qu'organise ce type de formation pour sensibiliser. Pardon. Je pense que comme sur tous les risques, donc je vois là, enfin, je sais pas si c'est l'Aveyron, mais c'est vrai que ça ressemble à l'Aveyron, hein. Donc on y va aussi sur l'Aveyron, sur ces routes-là. Effectivement, on peut facilement sortir de la route, avec notamment quand on est en hiver. Mais ce qui est important, c'est sur tous les risques. Et je reviens sur ce que je vous l'ai dit, c'est quand je me suis fait peur, un risque routier, la question, est-ce que ça peut être grave? Oui, je peux me tuer. Voilà. À partir de là,
si l'entreprise décide que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire je vais aussi laisser la parole aux salariés qui m'expliquent quand ils se font peur en roulant. Alors, il va y avoir sûrement des choses sur les trajets, mais il va y avoir aussi des choses sur les missions. Et c'est important que les salariés verbalisent. Ils disent, ben voilà, je me suis fait peur parce que j'appelle en téléphone. Pourquoi tu appelles en téléphone? C'est essayer de comprendre et aussi peut-être de rassurer les gens en disant, non, tu n'appelles pas, on t'appelle pas, mais tu nous appelles pas. Si tu es en retard, tu es en retard. Je peux revoir les plannings, je peux voir. Il faut dire pourquoi. Il faut poser la question aux gens, mais pourquoi? Et qu'ils puissent s'exprimer. C'est important parce que là, on est en train de taper sur le final, sur la conséquence, j'ai envie de dire. Mais pourquoi? Pourquoi je me fais peur en voiture? Pourquoi je sors de la route? Qu'est-ce qui fait? Alors effectivement, et soit j'ai pas la maîtrise sur la conduite sur neige, OK, ben on va te former. Soit, les équipements, j'ai pas les pneus neige, OK, on va t'équiper. Soit, bah, j'étais au téléphone parce que, j'appelais, là où je devais aller, j'étais en retard et je préférais appeler pour prévenir. Bah, vaut mieux peut-être t'arrêter et tu Il y a peut-être des choses comme ça à revoir et à tout simplement que les salariés se verbalisent parce que souvent s'expriment, pardon, parce que souvent on peut aussi se mettre des pressions qui n'ont pas lieu d'être, hein, qui peut entraîner à l'accident, notamment en route, notamment sur la route, quoi. Alors on change à nouveau de thématique. Là, madame Nègre, vous l'avez évoqué à un moment, il y a une question qui porte sur le fait de pouvoir avoir les petites vidéos là, qui ont été projetées, de manière à pouvoir s'en servir pour des quarts d'heure sécurité. Alors, ça dépend quelle vidéo. Si c'est la vidéo de l'entreprise qui témoigne, ça va pas être possible puisqu'on la diffuse dans un cadre très précis et elle est pas, c'est pas une vidéo voilà, qui peut circuler, hein, c'est vraiment l'entreprise a accepté qu'on diffuse cette vidéo aujourd'hui pour servir la prévention. S'il s'agit du petit clip de prévention qui malheureusement n'a pas pu être passé parce qu'il y a eu un petit problème technique, il n'y a aucun souci, ces vidéos vont être diffusées et elles vont être très bientôt à disposition sur notre site internet. Donc vous pourrez aller piocher ces petites vidéos. Et d'ailleurs, pour votre information, on en a d'ailleurs une de 3-4 minutes sur le risque routier dont vous pouvez tout à fait vous servir. Merci pour ces précisions Je et une profite question qui juste, est je vais lancer du coup le sondage de satisfaction tant que voilà, on sait que vous avez tendance à partir après, juste après la dernière question, donc je me permets de le lancer maintenant, comme ça vous pouvez répondre à votre rythme. Merci, désolé Stéphanie d'avoir coupé. non, je t'en prie, je t'en prie. Au contraire, puisque là, on est sur une thématique un petit peu complémentaire, en fait, qui est de dire statistiquement, est-ce qu'on sait dire quel est le pourcentage national des accidents mortels dus à des malaises, par exemple des accidents vasculaires cérébraux ou autres, qui parfois n'ont aucun lien direct avec le travail, mais plutôt avec la vie de tous les jours. Sauf qu'effectivement, s'ils se déroulent, s'ils se passent, s'ils surviennent pendant une situation de travail, en tout cas pendant que le salarié est présent au travail, eh bien, effectivement, madame Nègre, vous nous l'avez rappelé, hein, c'est considéré comme étant un accident du travail. Et du coup, voilà, est-ce qu'on sait dire un petit peu quelle est la proportion de ces accidents-là sur le global des accidents du travail? Et en gros, est-ce que aujourd'hui, on a une évolution de ce type d'accidents et de la manière dont ils sont représentés dans le global des accidents du travail? Alors, plusieurs points dans cette question. Bon, déjà, moi, je n'ai pas les statistiques au niveau national et régional d'accidents dus à un malaise, puisqu'on n'a pas ce type de focus. Néanmoins, ça représente une part non négligeable des accidents. Il y a toujours voilà, il peut y avoir aussi une enquête sur l'origine de l'accident, l'origine professionnelle, hein, qui est effectuée par la CPAM. L'autre point, c'est que ils sont souvent sans lien avec le travail, pas systématiquement. Ils peuvent avoir des liens avec le travail. Moi, je pense notamment au nombre de malaises assez conséquents qu'il y a eu pendant les périodes de forte chaleur, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on investigue aussi. Est-ce que les salariés avaient à leur disposition de l'eau? Est-ce que l'organisation du travail était adaptée? Est-ce que, enfin voilà. Donc le malaise n'est pas systématiquement dû ne sont pas systématiquement des conséquences de la vie privée du salarié, hein. Ça, c'est un premier point. Le malaise en tant que tel, j'allais presque dire, ça ne signifie pas grand-chose
nous, ce qu'on va chercher, c'est les causes du malaise. Voilà. Mais j'ai pas en Alors, tête de statistiques. Mais Philippe nous, Millet, je sais oui. qu'il a des éléments sur le secteur agricole. Alors voilà, moi j'ai des statistiques. Alors je vais vous parler que des statistiques MPN pour l'instant, Midi-Pyrénées-Nord, donc sur 4 départements. 4 départements qui représentent 25 000 exploitants hein, et à peu près 20 000 salariés. Pour les exploitants, en termes d'accidents mortels depuis 2002, donc sur 20 ans, les malaises cardiaques ou les malaises représentent plus de 15% des accidents. Et pour les salariés, sur la même période, 2002-2022, ça représente 38% des accidents mortels. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et juste, du coup, on sait quelle est l'origine de ces malaises cardiaques survenus dans le... Alors, je ne connais pas toutes les... J'ai pas en mémoire toutes les enquêtes, mais on a souvent, alors pour les exploitants, on a souvent, par exemple, ces malaises qui se font quand même... Alors, qui se font après quand on donne à manger, quand on fait les soins aux animaux, c'est-à-dire quand on va manipuler des charges lourdes, etc., on a derrière un malaise, on a des malaises cardiaques. Pour les salariés, comme l'a dit Madame Nègre, on a eu, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, il y a 4 salariés agricoles qui sont décédés cet été dû à la chaleur, parce qu'ils travaillent dans les champs. Souvent, les malaises cardiaques que l'on a sont souvent liés à une activité de force, quand même quelques instants avant. Entendu. Et du coup, effectivement, oui, dernière question qui fait un petit peu la synthèse avec cette dimension prévention globale. Qu'est-ce qui est prévu pour renforcer concrètement l'accompagnement des TPE, PME sur cette prévention des accidents du travail graves et mortels? Alors, dans le cadre du PRST4, alors TPE, le problème, nous, le monde agricole, nous, les entreprises, toutes les entreprises qu'on a, on va dire que c'est des PME au maximum, autrement, c'est des TPE. Ce qui va être proposé dans le cadre du PRST4, donc il y a toute la campagne nationale qui a été faite pour sensibiliser l'ensemble des acteurs sur ces accidents graves et mortels. Là, l'objectif, c'est de former, d'outiller ce que je vous ai dit, d'outiller un peu plus tous les animateurs, en tout cas, ou acteurs de prévention d'entreprise sur ces questions-là, de leur rappeler plus en détail les 4 conseils, il y en a sûrement d'autres, 4 conseils sur comment aborder ces accidents mortels en prenant en compte, comme on disait tout à l'heure, tous ces signaux que j'entends pas forcément et qui sont qui annoncent peut-être la catastrophe ou pas. Donc ça, c'est ce qui va être fait de manière, c'est outiller les gens, qu'on puisse se saisir de la matière que j'ai dans l'entreprise, que j'entends. Et après, peut-être, j'entends très bien là par rapport, peut-être faire un focus aussi sur les questions qu'on a pu voir qui sont toujours d'actualité. C'est je bâtis des choses pour sauver la vie des gens, mais les salariés ne suivent pas ces règles, ne suivent pas le port des EPI. Ben, peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on devra travailler dans ce module de formation, de savoir comment construire une règle qui sauve une vie. Alors, quand je mets règle, on soit bien d'accord, hein, je mets entre guillemets, c'est pas une consigne, c'est comment je construis un mode opératoire partagé qui fera que ce mode opératoire protégera les gens dans le cadre des 3 principes que je vous dis, 3 barrières, la prévention, l'atténuation, et j'ai oublié celle du milieu, la récupération. Voilà. Et puis, de manière plus globale, nous, on propose beaucoup de sensibilisation sur soit globales. Hein. Bon, Monsieur Garneau a évoqué le PRST Tour à Tarbes, donc là, c'est l'occasion aussi de rencontrer les entreprises, et notamment les TPE-PME qui représentent 86% de notre tissu économique. Donc, nous, c'est vraiment notre cible prioritaire. On a aussi beaucoup d'actions sur les risques particuliers que j'ai cités, mais bien d'autres. Hein. Et puis, on a un outillage qui est assez complet. On propose plus de 70 outils sur notre site internet. Et après, je souligne aussi l'action de tous les acteurs de la prévention. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, l'employeur, hein, moi j'entends un employeur de petite entreprise, il a souvent le nez dans le guidon, il a du mal à se donner les moyens de
de faire de la prévention. Il ne faut pas oublier qu'il y a des acteurs autour de lui qui peuvent l'aider, qui peuvent l'accompagner. Dès lors qu'il y a de la volonté, la mise en pratique, le passage à l'action, il est possible. Aujourd'hui, ça, il n'y a aucune difficulté. Alors, a priori, je pense que j'ai fait la synthèse de l'ensemble des questions. J'espère vraiment n'en avoir oublié aucune. Je te repasse la main, Vincent. Écoutez, merci pour votre participation à ce webinaire. Moi, voilà, je tiens à remercier aussi l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui, mais aussi l'ensemble des personnes qui ont contribué donc, à la réalisation de ce webinaire, qui s'inscrit dans le partenariat que les CCI d'Occitanie ont avec la DRETS Occitanie, pour mettre en avant voilà, l'ensemble des actions du PRST. Donc, merci aux CCI aussi territoriales qui relaient cette information et qui vous diffuse l'information. Donc, c'est elles qui vont vous transférer donc, les supports qui ont été présentés aujourd'hui. Voilà. Et bien, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se donne rendez-vous donc, pour le dernier rendez-vous santé-sécurité 2023, le 5 décembre prochain, sur tout ce qui est accueil des jeunes à leur poste de travail. Bonne fin de journée, à bientôt, au Merci, revoir. au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Qu'est-ce qu'on fait? On reste en ligne quelques minutes? Moi, j'ai pas le temps parce que j'ai une autre